C'est vrai que ce Covid, ça paraît loin. Je ne sais pas si pour vous c'est un peu comme pour moi une de vos premières sorties extramuros où j'ai pris l'avion, personne n'avait de masque. Donc, on oublie un peu, on est dans le déni, on a envie de ne pas se rappeler de ce qu'on a vécu il y a si peu de temps. Donc voilà, je vais juste quelques diapos vraiment d'introduction très rapide. Je reprends une slide qui a été présentée par une figure très médiatique qui est le professeur Antoine Flahault, que vous avez peut-être vu ici aussi de temps à autre sur vos écrans. C'est un épidémiologiste de l'Université de Genève qu'on a invité à notre journée annuelle du Collège roman de médecine de l'addiction à faire une présentation. Et on lui avait demandé aussi de faire un petit retour d'expérience sur ce que disent toutes ces études qui étaient enclenchées au pas de charge. Et finalement, la conclusion de cette présentation, c'était que la recherche ne donnait pas beaucoup de réponses et avait beau être très active, donner des résultats qui allaient un petit peu dans tous les sens. Les troubles addictifs, ils se développent typiquement sur de très longues périodes. Si je prends par exemple le cas des jeux d'argent, qui est une des unités pour lesquelles je travaille, on est souvent sur des parcours de 4 à 5 ans de jeux réguliers avant qu'on arrive au stade où ces jeux, pathologies, maladies. Donc on n'a probablement absolument pas assez de recul pour prendre la pleine mesure des répercussions de cette pandémie pour la santé mentale et pour les addictions. Alors, pour structurer un peu l'échange en comité restreint, finalement, j'ai essayé de proposer 4 niveaux d'impact liés à cette pandémie pour notre travail. Donc, un premier groupe de questions autour finalement de quel a été l'impact sur les marchés, on pense en particulier au marché des substances d'usage non médical, héroïne, cocaïne, cannabis, etc. Mais aussi l'accessibilité d'autres objets d'addiction régulés, puisque pour mes joueurs d'argent, ils ne pouvaient plus aller au casino, par exemple. Donc c'est quand même une modification assez radicale des conditions cadres du marché et de l'accès à l'objet de la conduite addictive. Deuxième champ de questionnement, c'est l'impact sur nos usagers. Quel a été l'impact sur les personnes qui sont dans nos fils de soins versus les nouvelles personnes qui sont apparues pendant cette période, s'il y en a eu. Est-ce qu'il y a eu un impact sur nos pratiques de soins individuelles, si je peux dire ça comme ça? Et puis, est-ce qu'il y a eu un impact au niveau de l'organisation des structures dans lesquelles on travaille, l'hôpital, la consultation ambulatoire, et puis finalement un impact à un niveau plus élevé aussi de l'administration de la santé? Et finalement, est-ce que ça va avoir un impact à long terme, pas seulement pour notre domaine, mais pour les systèmes de santé en général? Comme ça nous fait 5 niveaux un petit peu pour structurer les échanges. Alors, juste pour toujours continuer un petit peu cette introduction, finalement, qu'est-ce qu'on a observé dans notre contexte helvétique? Ici, pour ceux que ça intéresse, je vous mets une petite référence d'un travail qui a été réalisé par Addiction Suisse, qui a fait une enquête qualitative en mai 2021, qui a interrogé un certain nombre d'acteurs clés du domaine addicto, et y compris aussi les services de police, etc. Alors, le marché pour les drogues d'usage non médical, finalement,
on était très surpris que c'est des marchés extrêmement agiles. C'est vrai qu'ils ne sont pas trop plombés par l'administration. Donc, ils se sont montrés extraordinairement adaptatifs. Et apparemment, c'est surtout lors du premier confinement, peut-être les usagers de cannabis qui ont été plus spécialement impactés. Il y avait un patient qui disait en blague, oh, pour moi ça n'a rien changé, sinon que la personne qui vient me livrer habituellement portait un masque. Voilà, donc on a été assez surpris en fait de pas avoir davantage d'impact. Il faut dire qu'en Suisse, contrairement à la France, je ne sais pas comment c'était en Belgique, mais moi j'habite des deux côtés. Je travaille à Lausanne et puis je vis à Thonon, donc j'ai pu vraiment vivre en parallèle les deux systèmes. Là où en France, on n'avait presque pas le droit de sortir, en Suisse, on avait institué le semi-confinement. Une petite parenthèse pour les collègues qui n'habitent pas en Suisse, on aime bien tout ce qui est semi, quasi en Suisse, etc. C'est le pays du consensus. Donc on a fait un confinement, mais enfin quand même pas trop. Donc il y avait certainement une plus grande souplesse pour se déplacer, pour sortir dans la rue, que ce que vous avez pu expérimenter, en tout cas en France, ça j'en suis sûr, et peut-être en Belgique. Donc peu d'impact sur les marchés légaux. En ce qui concerne les jeux d'argent, alors là, il y a eu un truc particulier, parce que d'un côté, il y a une fermeture des établissements traditionnels, cafés, restaurants, qui proposent des jeux de paris sportifs ou de loterie, et puis casinos. Et puis en parallèle, on a une nouvelle loi qui venait d'entrer en vigueur juste avant la pandémie pour ouvrir le marché des jeux sur Internet. Et donc on a eu une explosion du jeu sur Internet sans qu'on soit capable de distinguer est-ce que c'était l'effet de la pandémie ou est-ce que c'était l'effet de l'ouverture du marché. Et puis pour le... Pardon, excusez-moi. C'est pas la pandémie, je précise. Enfin, en principe pas. Comme je suis multivacciné et que je l'ai déjà fait 2 fois, je pars du principe que c'est pas le Covid. Merci. Et puis de toute façon, on respecte la distanciation adéquate. Pour l'alcool, le tabac, finalement, sur le terrain, on a observé un effet mixte, totalement ininterprétable, puisque finalement, assez souvent, les personnes, en tout cas, qui étaient déjà en soins, et que nous, on voyait d'avant la pandémie, nous ont dit, pour moi, alors vraiment, j'ai progressé massivement dans mon autocontrôle, parce que je me suis aperçu en fait que le fait de ne pas jouer, c'était pas si grave. Après du moment où on m'a coupé l'accès au café où il y a les loteries électroniques, je me rappelle même qu'il y a un patient qui est venu avec son porte-monnaie qui m'a montré plusieurs billets de 100 francs. Il m'a dit, regardez, docteur Simon, c'est jamais arrivé depuis 10 ans que vous me suivez. Et puis, bon, en parallèle, il y a des personnes qui ont clairement augmenté leur consommation à la maison d'alcool ou de tabac. D'autres pas, parce qu'à la maison, c'est pas possible de consommer parce qu'il y a des règles strictes. Et puis, le reste du groupe familial s'y oppose radicalement. Donc, c'est très difficile, finalement, d'interpréter cet impact sur les usagers. Sur les marchés, pardon. Alors, pour les usagers, finalement, plutôt neutre, plutôt positif, comme je le disais, parfois même pour les personnes déjà en traitement. Pas de déferlement de nouveaux cas. On s'est dit, il faut absolument qu'on soit très réactif si un patient qui n'a plus accès aux opioïdes, ou est-ce qu'on va avoir du fentanyl qui va débarquer d'Amérique du Nord et tout ça. Rien de tel, finalement. Quelques cas isolés, mais enfin, en tout cas, rien d'un phénomène vraiment significatif. Et donc là, se pose effectivement la question de ce qu'il y aura en effet un retardement lié au temps qui est nécessaire pour développer un trouble addictif. Et bon, il y a aussi tout un débat sur ces effets des fermetures d'écoles prolongées, dont on peut craindre que c'est un effet sur la santé mentale pour les plus jeunes. Il y a pas mal d'indicateurs assez inquiétants. Je crois que malheureusement, il faut attendre un petit peu pour pouvoir évaluer ça.
Alors, sur les pratiques, on a, comme vous, expérimenté les joies et les peines des nouveaux canaux de communication. Presque d'une semaine sur l'autre, on a appris à fonctionner avec les visios. Avant, on faisait les conférences téléphoniques. Et puis, voilà, il y a eu des petits ajustements, on a fait des consultations à distance, qu'on ne faisait pas avant, etc. Mais il n'y a rien de franchement spectaculaire finalement. Sinon, peut-être que les collègues qui sont dans la clinique ont été immergés dans un contexte santé publique, avec des débats en continu, etc. Donc j'ai l'impression, il y a peut-être un biais d'observation, moi qui une casquette de spécialiste en santé publique, et puis qui me désole des fois que les collègues qui sont purement dans la clinique manquent de sortir le nez du guidon, et puis de voir la vision un peu du système. J'ai l'impression que peut-être la sensibilité s'est accrue par immersion, mais ce n'est qu'une hypothèse. Sur l'organisation des soins, on a, je pense, comme vous tous, fait l'expérience inédite de la flexibilité de systèmes qui ont plutôt la réputation d'être excessivement rigides d'habitude. J'étais très surpris de voir qu'en 10-15 jours, on a pu ouvrir des nouvelles unités. On nous a demandé, par exemple, au niveau micro, pour moi, de transformer une des 2 unités hospitalières en unité Covid pour patients psychiatriques. Et puis, bon, tout ça, c'est passé. Et je pense que ça nous a en tout cas pas mal brassé dans notre positionnement professionnel, avec parfois de l'épuisement, mais aussi un sentiment de résilience et puis finalement de confiance en tant que soignant. On a peut-être aussi découvert, on le savait déjà, mais qu'on n'est pas toujours très formé sur des questions de management en tant que cadre intermédiaire du domaine de la santé. Et puis là, voilà, quand on nous demande de faire des trucs organisationnels, on se dit que, tiens, justement, c'est bien utile d'être mieux formé à ce niveau. Pour les TAO, on a testé des nouveaux settings parce qu'il y avait ces questions de faire venir les patients prendre le traitement sur place, qui était simplement techniquement pas possible. En Suisse, on avait juste avant un symposium là au sujet des TAO. On a un programme de prescription de TAO injectable et de diacétylmorphine, alias héroïne pharmaceutique, qui est extrêmement rigide et puis il n'a pas évolué depuis plus de 25 ans. Puis là, tout d'un coup, tout s'est débloqué, les choses qui étaient perçues comme pas possible de faire sortir cette héroïne pharmaceutique du centre et tout ça, c'est possible du jour au lendemain, et puis la Terre a continué de tourner. Et ça a des répercussions après sur l'administration de la santé qui s'est dit qu'elle pouvait assouplir un peu la réglementation, ne serait-ce que pour aussi avoir un peu moins de travail inutile à leur niveau. Et puis j'en viens au dernier aspect très intéressant, c'est qu'on a aussi découvert, Yasser, qui est un spécialiste de ça, le connaissait déjà d'avant, mais moi, par exemple, qui suis peut-être un peu plus de la vieille génération, j'ai découvert toutes ces offres de soins digitales. Et puis, bon, on a aussi découvert leurs limites, mais donc ça, c'est quand même un impact important.